À quoi ça ressemble un univers de marque qui fait pas juste capter l'attention, mais qui donne envie à ta clientèle cible d'y entrer et d'y rester? Comment le plaisir, l'expérience, les mots, le visuel, puis les petits détails peuvent soutenir une histoire qu'on a envie de suivre puis d'habiter un peu? Et si pour un solopreneur, créer un univers ne voulait pas dire inventer quelque chose d'immense, mais plutôt révéler un monde déjà là, en continuité naturelle avec qui il est? C'est exactement ce qu'on explore dans cet épisode avec Aimée Desrosiers, alias La Biscornue, créa-directrice et stratège en monde d'élaboration numérique. C'est parti! Bienvenue dans le podcast À ta couleur. Moi, c'est Marie-Pierre, mais tout le monde m'appelle la voisine. Je t'accueille depuis ma maison jaune, au cœur d'un petit village rural où j'ai choisi de ralentir pour mieux écouter et mieux raconter. Très jeune, j'ai compris le pouvoir de ces récits qui touchent, qui nous rassemblent autour de quelque chose de plus grand que soi, puis qui nous donnent la permission d'être pleinement humain. C'est pas un hasard si j'ai étudié l'histoire. À l'époque, je pensais observer le passé, mais je me préparais surtout à ce que je fais aujourd'hui. Aider les entrepreneurs à fouiller dans leur propre histoire pour y trouver du sens, se révéler et apprendre à se présenter à partir des pépites qu'ils portent déjà en eux. C'est ça le storytelling introspectif, un pont entre la connaissance de soi et la communication. Ici, tu vas entendre mes réflexions en solo, puis des conversations complices avec des invités qui ont choisi d'aligner leur entreprise sur ce qui les habite profondément. Parce qu'au fond, ce qui connecte, c'est pas juste ton expertise, c'est qui tu es. Alors installe-toi sur ma galerie, puis laisse-toi inspirer. Salut à toi! Bienvenue sur le podcast À ta couleur. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui voit les projets comme des histoires à raconter, puis les marques comme des mondes à construire. Puis déjà, juste ça, moi, ça me parle énormément. Aimée Desrosiers, alias La Biscornue, est créa-directrice, designer graphique senior et stratège en monde d'élaboration numérique, je l'ai bien dit. En gros, elle aide les entrepreneurs à construire bien plus qu'un branding. Elle les aide à faire naître un univers vivant, cohérent, intriguant, qui donne envie d'y entrer, puis d'y rester. Son travail prend racine dans le plaisir, la curiosité et la liberté. Puis ça paraît, parce qu'avec elle, on parle pas juste de logo ou de palette de couleurs, on parle d'histoires à raconter, de mots à choisir, de détails qui créent de l'appartenance, puis de tout ce qui peut faire d'une marque une vraie aventure. Salut Aimée! Allô, quelle introduction! Oui, t'aimes? Je suis comme choyée de cette introduction, j'aime ça. Oh mon Dieu, ben, je suis bien heureuse que ça te plaise. Heureuse aussi, surtout, de te retrouver sur le podcast. Puis tu sais, dans cette belle introduction qui t'a plu, j'aurais pu parler de ton chat, de ton côté geek, j'aurais pu parler du fait que tu habites la campagne, toi aussi, comme moi. J'ai sûrement oublié plein d'affaires pertinentes à ton sujet. Hein? Y a-t-il des choses que tu as envie d'ajouter? Je bois pas de café. C'est quand même distinctif dans le monde dans lequel on est. Donc, tu bois quoi? Du matcha, du thé? Ça me met dans la marge. Je bois de la tisane ou du thé vert. C'est bon. C'est très bon. Je pensais que tu étais peut-être une fan de matcha, les latte matcha, je ne sais trop, là, lavande, je sais pas quoi, mélangé. Non, c'est pas ton genre. OK. Classique. Classique thé vert. Non. Ben straight. Oui. C'est parce que j'ai 105 ans à peu près, genre. Fait que c'est pour ça que j'aime une petite infusion d'herbe. Infusion. J'adore ça. Aimée, nous autres, on se connaît un peu quand même. Écoute, pas personnellement, mais on se connaît un peu pour se côtoyer dans ce milieu réseau entrepreneurial, je veux dire petit. Hein? On a déjà eu la chance de jaser sur c'était-tu un podcast ou un live ensemble, je pense, l'automne dernier, dans le cadre du cabinet des curiosités. Puis j'ai tellement, disons, accroché, je veux dire ça, à ton univers, à tout ce que t'es, à ton identité, à ton côté fantastique, créatif. Donc, c'est tellement un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui, puis de marier nos deux mondes, que tu maries déjà, toi, d'avance, parce que le storytelling, c'est quelque chose que, je veux dire, que tu manges, parce que tu racontes des histoires. Fait que ça va être vraiment plaisant comme discussion. Mais là, avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai envie qu'on commence au tout début parce que je trouve que ton nom, il porte déjà tout un imaginaire, hein? Parce que j'ai dit alias La Biscornue. Puis là, c'est le nom sur lequel on te retrouve d'ailleurs sur Instagram. S'il y en a qui te recherchent, là, c'est Aimée La Biscornue et non pas Desrosiers. Oui. D'où te vient La Biscornue? C'est quoi l'histoire derrière ce nom-là?
C'est une belle histoire. C'est le fun, on va raconter des histoires aujourd'hui. Quand je me suis lancée en affaires, il y a 14 ans, ça fait 12 ans que je suis à mon compte. Bravo, Oui, bravo. je Hey, suis, 12 ans, ça fait là, longtemps. je connais peu d'entrepreneurs que ça fait si longtemps. Ouais. Ça fait 12 ans que je suis à mon compte. Puis quand j'ai commencé, je suis pas commencée avec une espèce d'esprit entrepreneurial. J'avais pas d'idée de business. Moi, là, ce que je voulais, c'était la liberté de faire pas nécessairement ce que je veux, mais d'être mon propre patron. Ça faisait plusieurs années que j'accumulais des karmas avec des patrons étranges, des patrons des endroits où ça fonctionnait un peu croche, puis où j'arrivais, où, tu sais, comme je m'investissais le plus possible, là, j'arrivais à un moment où je pouvais plus m'investir, puis ça servait à rien. Puis moi, mon copain, il est forgeron, donc travailleur autonome depuis toujours. Puis je me rappelle qu'en me lançant, tu sais, c'était comme pas nécessaire, là. C'était juste comme, OK, là, je suis rendue à un point où j'ai envie d'être mon propre patron, j'ai envie de faire mes affaires comme moi, je vais l'essayer. Mon chum, il est travailleur autonome, donc lui, il sait c'est quoi. On s'était dit, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Bref, ça, c'est le départ. Mais, j'avais pas de... Tu sais, je me suis pas dit, j'ai vraiment une passion du savon, donc je vais vendre mes savons. Moi, j'étais designer graphique, tu sais. Fait que là, le plus que je pouvais faire, c'était comme je vais faire du design graphique, c'est un service qui se vend super bien à la pige, puis tu sais, pour moi, c'était le succès. Puis le succès venait avec le fait d'être accepté par tout le monde, puis d'être, on va dire, pas average, mais normal. Puis dans mes premiers brands, oui, d'être normal, tu sais, de pas pas nécessairement me démarquer, mais d'être passe-partout, si on veut. Mm-hmm. Ça, c'est comme ça que c'était comme ça qu'on m'avait fait croire que l'entrepreneuriat, ça fonctionnait bien. Si tu veux être employé par tout le monde, faut que ça plaise à tout le monde. Puis, je me rappelle que mon premier brand en tant que designer graphique, c'était la graphiste sympathique. Aimer la graphiste sympathique. Puis j'ai traîné ça pendant quelques années. Ah ouais? Ça l'allait, tu sais. Les gens me reconnaissaient. Ah, c'est toi, là, la graphiste sympathique. Puis à un moment donné, après 3 ans, 4 ans, tu sais, je pense que c'est quand j'ai eu des enfants. Ça change des choses d'avoir des enfants. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai aucune idée. Mais je pense que c'est après avoir été enceinte, vécu un accouchement, puis avoir un enfant, que c'est comme... Ça a tout changé ma vie, puis je me suis rendu compte que j'étais pas juste sympathique. Tu sais, c'était cette espèce de moule de la personne. Tu sais, en plus, sympathique, c'est tellement un mot cute, tu sais, un mot... Tu sais, c'est rare que les gens sont pas sympathiques, là. Tu sais, c'est rare que tu vas dire, tu sais, t'es pas la graphiste apathique, là. T'es comme... Tu sais, sympathique, c'est vraiment un mot passe-partout, comme j'étais, comme je croyais qu'il fallait être. Puis ça m'a pris un bon 2 ans, 3 ans à trouver un nom qui englobait un peu qu'est-ce que j'étais comme créature. Puis la biscornue, c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est un vrai mot, la biscornue. C'est être biscornue, c'est absolument même, c'est masculin, je pense. Moi, je l'ai féminisé, ou c'est un adjectif, fait qu'il peut être au féminin aussi. Être biscornue, dans le fond, c'est être étrange, être absurde, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Puis moi, dans ce temps-là, je voulais que ça soit relié à des licornes, avoir une corne de licorne quelque part là-dedans. Puis pour moi, biscornue, c'est avoir 2 cornes, fait que c'est encore plus licorne, tu sais. Fait que c'est ça. C'est d'où vient le mot la biscornue. C'est clair que c'est plus distinctif, la biscornue, que la graphiste sympathique. Dans le sens où, tout de suite, quand on entend la biscornue, on se dit « Ah, mais c'est quoi ça? Ah, mais c'est donc bien spécial. Ah, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. » Mais ah, tu sais, ça amène comme cette curiosité-là, ce questionnement-là, cette distinction-là. Parce que, en tout cas, personnellement, moi, j'ai jamais entendu d'autres entrepreneurs utiliser ce mot-là. Tu sais, c'est un mot qui te colle, je pense à toi, là, assurément, là, qui te colle à la peau. Puis tu sais, tu parles des licornes, tout l'univers fantastique. Dans le fond, je pense qu'il vient avec ça, les 2 cornes. Donc, bon, pour te suivre, pour te connaître. Mais tu sais, comme là, avec le temps, j'ai comme laissé tomber la licorne aussi, tu sais, dans le sens que c'est bien un temps, mais je suis super élitiste de la licorne. Moi, je suis pas licorne, toutes les licornes, là. Moi, j'ai un genre de licorne en particulier. Les autres, l'emoji licorne me fait pas bander pantoute, tu sais. Je veux dire, envoyez même pas des chaussettes avec des licornes, des emojis licornes, ça me plaît pas. Moi, je suis vraiment
un licorne type quelque part, tu sais, comme... Fait que, c'est ça. Fait que la licorne, c'est plus tant... C'est trop... Je suis trop difficile, la licorne, c'est plus... Mais, tu sais, ouais, je t'ai jamais vu utiliser d'ailleurs ça, là, tu sais, dans ton brand, dans tes images. Mais ouais, la biscornue, ben, il y a quand même le... On les voit, les cornes, là. On dirait que ça mène à ça. On dirait que c'est ça que j'imagine dans ma tête, là. Puis justement, derrière ce nom-là, il y a aussi, tu sais, une trajectoire, là. Tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ton travail a commencé à dépasser le simple cadre du graphisme, tu sais, parce que là, tu t'es lancé il y a plusieurs années. Il y a un moment, j'imagine que tu as compris que ton travail allait au-delà du graphisme. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé des archives de Story, puis c'est en 2022, je pense, ou en 2023, début 2023, où j'ai annoncé que je ne faisais plus de design graphique. Puis c'était vraiment étrange pour une personne qui fait du design graphique depuis... Moi, ça fait 20 ans là, que j'en fais, là, ça va faire plus, là, j'arrondis ça à 20 ans. Là. Mais que la relation de service de design graphique ne m'apportait plus rien. La boîte d'être designer graphique était comme une cage, était comme une prison parce que les gens venaient à moi pour du design graphique, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire plus. J'étais capable de faire plus. Puis, j'avais pas encore de mots pour expliquer comment j'étais capable de faire plus c'est pour ça là, qu'on va parler de world building puis de mon élaboration ces choses-là, mais c'est parce que à un moment donné, cette cage-là du titre était vraiment trop contraignante pour moi. Ça m'apportait vraiment beaucoup de frustration. Fait qu'il y a un moment donné, début 2023, je pense, j'ai fait... je vais l'annoncer, je ne fais plus de graphiste. Voilà, je n'en fais plus, c'est fini. Quelque chose d'ironique parce que j'en fais quand même tous les jours. Mais c'est ça. Quand t'as fait cette annonce-là, en même temps, t'annonçais autre chose. T'annonçais vers quoi ça allait tendre ce que tu faisais ou tu savais pas encore, t'as laissé cette zone de flou-là flotter là, pendant un certain temps avant de dire « OK, moi, ce que je fais, ça porte tel nom. » Là, on le sait, mon d'élaboration, mais à ce moment-là, est-ce que c'était clair? Non, ça n'avait pas de nom encore. Je devais dire, moi, c'était créer des univers. Tu sais, c'était pas... Même pas, ça devait même pas être dit de même. C'était le fait que tu pouvais pas venir me voir juste pour un logo, juste pour un pamphlet, juste pour une affiche, juste pour un élément graphique ou juste comme j'ai besoin d'un logo avec 2-3 visuels de réseaux sociaux. Tu sais, moi, je n'offre pas ça. Tu peux pas venir me voir pour ça, désolé. Puis je fais quelque chose de plus profond. Il y a eu un gros déclic avec le Festival Web de la création de contenu. Hey, feu, le Qui festival. a fait, je pense, c'est 2020, 2021, 2022, 2023. Feu, qui est décédé. FWCC, c'est le Festival Web de la création de contenu. C'est Alex Martel, pendant la pandémie, qui était triste parce qu'il pouvait pas aller en Europe avec son frère. Puis, il a trouvé l'idée de faire un événement, un festival en ligne pendant une semaine, gratuit, sur le web. Au début, c'était sur un groupe Facebook pour parler de création de contenu, avec des panels, avec des gens qui parlent de création de contenu, différents enjeux sur la création de contenu. Ça touche pas mal tous les entrepreneurs. Donc, le premier visuel... C'était un festival, comme genre un festival d'été, si on veut. Celui d'après, on a voulu créer un monde. Fait que celui d'après, c'était École de magie, parce qu'Alex est un grand fan de Harry Potter. Après, c'était Sous l'océan. On avait des submersibles, des sous-marins, des équipages. On se rejoignait des équipages. Puis après, c'était une école de monstres un peu à la Pokémon. Il fallait adopter son monstre, sa peur liée à la création de contenu, puis l'adopter, puis en prendre soin. Le but, c'était vraiment de faire comme si c'était un festival. Fait que la question que s'était posée, c'était, pour le premier, c'est quoi qu'il y a dans un festival? Il y a des posters, on va voir des panélistes comme on va voir un spectacle, des choses comme ça. C'était les questions qu'on s'était posées. Puis l'année d'après, ça a été moins un festival, plus une expérience. Oui, je me rappelle de ça, là, tu me rappelles des souvenirs. C'était vraiment... Oui. Wow, c'est ça. Comme tu dis, on vivait une expérience. C'était vraiment l'expérience qui était mise de l'avant. Donc là, ce que tu dis là, j'en comprends que c'est là, toi, que t'as comme pris ou pu mettre peut-être des mots sur les compétences nouvelles, ben pas nouvelles pour toi, mais nouvelles pour tes futurs clients, tu sais. T'étais en train de créer des univers. T'étais en train de créer complètement des expériences avec le Festival Web de création de contenu. Ça a sûrement été un déclic, là, de ce que j'en comprends. Ça a été un déclic que ça pouvait être appliqué dans un contexte entrepreneurial.
Parce que moi, je suis une nerd, OK? Je suis vraiment une nerd. Faire de la narration créative de même, créer des histoires comme ça, participer à des univers en ligne, ça m'arrive encore maintenant, constamment. Là, moi, je fais du... là, c'est le moment un peu gênant, mais c'est pas grave. Je n'ai pas à être gênée de ça. Là, c'est pas grave. Moi, je fais du... je fais du roleplay sur forum. Je fais du jeu de rôle sur forum qui est comme, dans le fond, tu intègres un forum sur Internet, là, tu sais, avec des catégories et des choses-là, mais c'est un univers en part entière créé par une autre personne, puis tu y incarnes un personnage, puis tu joues un personnage en interagissant avec les personnages des autres que par des histoires que tu vous faites à 2, 3, à plusieurs personnages. C'est incroyable. Puis ça a toujours été un passe-temps. Je trouve, j'en ai fait beaucoup de forums aussi, j'en ai créé moi-même des designs de ça. Puis je me suis toujours fait comme, mais c'est merveilleux, tu sais. Puis ça revient aussi avec le théâtre, le cinéma, tu sais, le livre, quand tu lis un livre, toutes ces choses-là, tu sais, c'est un univers que tu peux expérimenter juste en lisant, tu sais. Mais le FWCC, elle a été le déclic que tout ça, tout ce bagage-là, parce que je fais ça depuis que j'ai 16 ans, là. Puis ce bagage-là, narratif, storytelling, créatif, je pouvais l'utiliser pour l'entrepreneuriat aussi. Je pense que là, les gens commencent à comprendre peut-être un peu plus, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu fais exactement. Puis c'est ça, la mondélaboration, hein? Dans le fond, si on voulait un peu expliquer, vulgariser ce mot qui intrigue beaucoup, qui fait pas peut-être nécessairement partie du vocabulaire de tout le monde. Mondélaboration, c'est le mot que tu as trouvé pour rassembler ces compétences-là que tu avais depuis toujours. Parce que mondélaboration, c'est pas un mot. OK. Explique-nous ça. Donc, mondélaboration, c'est un protologisme. On est bien fan de ça au Québec, des protologismes. Donc, moi, j'ai inventé mon propre mot valise pour parler de world building parce que je trouve que je le prononce pas toujours bien. Puis, à force de parler de world building, j'ai l'impression que ça accroche. Puis, je me cherchais une expression en français pour parler de world building. Donc, j'ai créé le mot mondélaboration. Mondélaboration, élaborer des mondes. Puis là, si je pense à l'entrepreneur qui nous écoute puis qui se dit peut-être, OK, c'est super fascinant, mais est-ce que moi, je suis rendue là? Est-ce que tous les entrepreneurs ont besoin de se créer un univers de marque? Comment on sait si on est prêt à faire ce travail-là? Bon, déjà, je vois ta réponse. Ça a été on va dire, pas de l'essai-erreur, mais je me suis rendu compte que avant de se lancer dans la création d'univers pour son entreprise, premièrement, je te conseille toujours de faire au lieu de faire ton branding à toi, qui va avoir un univers autour de branding à toi, commence par un produit, un service, quelque chose qui est à l'extérieur de toi, on va dire un petit peu. Mais je me suis rendu compte qu'avant de créer un univers fort, c'est important de savoir qui tu es toi. Fait que c'est comme si le personal branding, la chose que tu vas développer avec le temps, avec ta vie d'entrepreneur, avec comme découvrir tes valeurs d'entrepreneur, ton histoire d'entrepreneur, pourquoi tu fais ça, qui tu es, comment tu parles, ton ton, tes mots, ces choses-là, c'est comme une base importante dans de créer un univers. Parce que quand tu crées un univers, si on te ressent pas toi au milieu, puis je veux pas me lancer en personal branding parce que toute l'histoire de personal branding, pour moi, je trouve que les entrepreneurs, ils abordent beaucoup le branding comme s'ils étaient des grosses multinationales. T'es comme si tu avais une grosse équipe en arrière de toi. Tu sais, de chercher choisir ses couleurs parce que ton market cible aime ces couleurs-là. Mais quand tu es tout seul, là, quand tu es un solopreneur, là, ce qui est important, c'est de vendre toi. Bref, c'est ma parallèle là-dessus. Genre, je vais en parler plus tard dans ma vie, d'entrepreneur. Je vais arriver là-dessus. Ce que j'en comprends, là, c'est que quand tu fais ton personal brand, tu me diras si j'ai bien compris, dans le fond, quand tu fais ton personal brand, ça te donne des indices, des pistes. Tu as déjà un chemin qui se trace, qui peuvent ensuite être utilisés pour créer cet univers-là, ce monde-là. Fait que ça vient avant. Parce que je pense que les gens trouvent ça difficile. Oui, tout à fait, ça vient avant. Parce que c'est plus difficile d'assumer un univers un petit peu champ gauche ou un univers un petit peu qui sort de l'ordinaire ou, tu sais, juste créer un univers si t'es pas à l'aise dans tes bottes d'entrepreneur de qui tu es. Genre, si ça vibre pas avec toi Puis, on va faire une distinction aussi. Créer un univers n'est pas toujours fantastique ou science-fiction ou les choses comme ça, là. Un de mes exemples préférés, c'est le réfrigérateur. Je vais toujours en parler. Le réfrigérateur est une belle base d'univers pour toutes.
Si tu veux créer un univers après avec un réfrigérateur, go, c'est possible. Mais ça rien, t'as pas besoin d'avoir de licorne, de chevalier, de dragon, de vaisseau spatial pour créer un univers, c'est vraiment pas important. Mais si tu veux faire ça, faut que tu sois apte à assumer que toi, en tant qu'entrepreneur, ça te passionne, tu sais. Fait que je pense qu'il faut que ça vienne avant. Ouais, ben je pense aussi, tout à fait. Puis tu sais, le personal brand, ça permet aussi, je pense, d'apprendre tellement à mieux se connaître. C'est comme la base quand on crée un personal branding ou même en storytelling, quand on vient à vouloir se raconter pour connecter davantage, plus profondément avec ton audience cible, ça demande une grande connaissance de soi. C'est un chemin qui est à parcourir, puis qui est nécessaire, autant pour créer son personal brand que pour, j'imagine, créer ces mondes, ces univers, pour que ce soit une extension, en tout cas pour en venir une extension de soi, d'ailleurs, plus naturelle. Puis là, tu as parlé de réfrigérateur. J'adore ça parce que pour rendre ça plus tangible pour les entrepreneurs qui nous écoutent, j'aimerais ça qu'on fasse un petit exercice. Là, presque en direct. Écoute, là, je t'avais même pas prévenu avant. Écoute, j'y vais de même, freestyle. Mettons que je te donne un objet super banal au hasard. Puis là, tu as parlé du frigo, ça peut être le réfrigérateur, mais tu sais, n'importe quoi, une tasse, un carnet, ce que tu veux. Peux-tu nous montrer, ou en tout cas faire l'exercice en 2 minutes, là, rien de parfait, là, comment tu commencerais à d'élaborer autour de cet objet banal-là pour créer un univers et un vocabulaire, pour que ça soit un petit peu plus concret. Mais faut faire l'exercice inverse, en fait. Faut que tu aies un produit ou un service ou un truc. Ton feed Instagram, ton Substack, ton infolettre, whatever. Choisis quelque chose, puis on applique un frigo à ça. Qu'il y a un frigo à ça. OK. Ben là, t'as parlé de plein de canaux différents. Mettons qu'on dit l'infolettre. Tiens, ça me tente. OK, l'infolette. Ton infolette, son univers devient un réfrigérateur. Ouais. Bien entendu, tu vas pas saluer les gens qui ouvrent ton frigo de manière « Bonjour chose »,« Bonjour Marie-Pierre »,« Bonjour Aimé ». Non. Il ouvre le frigo. Fait que qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres un frigo? Il y a toujours une lumière, ça dépend t'es quand dans la journée. Il y a la vibration du réfrigérateur. Est-ce que la poignée est complète de ton réfrigérateur? Quel genre de réfrigérateur t'es? Est-ce que c'est en haut, c'est la partie froide, en bas, c'est la partie congelée, ou vice-versa comme le mien? Ça, c'est tous les détails à savoir. Genre. Ensuite, tu les salues pas comme si c'était monsieur, madame, tout le monde. Là. Ton infolette, c'est un réfrigérateur. Puis t'as même pas besoin de parler de cuisine dans ce cas-là. C'est vraiment pas nécessaire. Tu sais, moi, j'irais avec un petit visuel d'intérieur de frigo. En plus, tu pourrais comme diviser ça en différentes sections, ton infolette, comme si c'était un réfrigérateur. Est-ce que cette section-là qui parle plus de toi ou d'un projet que tu vas faire, c'est le tiroir à fromage? Ou est-ce que ça, c'est le tiroir à légumes? Tu pourrais comme inviter les gens. Moi, un petit truc que j'aime aussi, c'est que tu pourrais, en world building, dans mes trucs favoris, c'est de changer les noms des gens qui s'inscrivent à ton infolettre. Tu peux aller changer le nom des gens. Ouais, c'est ça. Tu pourrais l'appeler Ketchup Marie-Pierre, puis Maillot Aimé, genre bonjour Maillot Aimé, tu sais. Puis juste ce petit détail-là, changer ta signature aussi pour quelque chose qui est relevant au frigo, genre ferme la porte du frigo sinon on va décongeler, tu sais, comme des choses comme ça. Puis toujours te rapporter dans ton infolettre à des étagères, des condiments, des sections de ton réfrigérateur. Tu pourrais même faire comme des recettes ou des choses qui vont sur le réfrigérateur, ta liste tout doux, parler de ta liste d'épicerie. Qu'est-ce qui manque dans ton réfrigérateur en ce moment? T'sais, est-ce que tu peux faire une question genre, tu sais, comme tu peux proposer ton aide en disant comme qu'est-ce qui te manque dans ton frigo en ce moment? Genre, tu sais, dis-moi là, puis je vais t'aider à le remplir, des choses comme ça. C'est d'adapter toute ton infolette, tout ce qui se passe dans l'infolette à ça. À un certain degré. Ça fait sourire. Tu sais, même si t'es pas fan de... Ben, qui est fan de réfrigérateur? Peut-être, il y en a sûrement. Moi, ça me parle énormément. Personne! Ben, peut-être, je sais pas, les vendeurs d'électroménager. Mais moi, ça me parle vraiment, vraiment beaucoup tout ça parce que j'ai aussi bâti avec la voisine un univers qui joue, dans mon cas, entre le réel et l'imagé et l'imaginaire dans ce cas-ci parce que ben, la voisine, elle habite réellement une maison de campagne dans un village avec sa grande galerie, tu sais, ça existe pour vrai, c'est ma réalité, avec des mots comme justement village, galerie, les voisins, les voisines, tout ce que les petits milieux évoquent de proximité, de sentiment d'appartenance. Puis dans mon langage à moi, ce qui nourrit cet univers-là, ben, c'est les pépites de connexion. Donc là, il y a quand même une distinction, tu l'as dit, à faire entre l'identité de l'entrepreneur puis les produits, les services, tu sais, qui en découlent, hein, c'est ça. Parce que moi, ben, j'ai des produits que la voisine vend. La voisine, c'est moi, là, je parle à la troisième personne, c'est un peu bizarre, mais la voisine, c'est moi.
Avec mes pépites de connexion, tu sais, les valeurs, le why, les combats, les alliés, tout ça. Fait que je trouve ça fascinant parce que, naturellement, quand je me suis lancée en affaires, je faisais ça. Bon, là, écoute, ben peut-être pas à la hauteur de ce que tu crées, là. Assurément pas à la hauteur visuellement de ce que tu crées, ça c'est sûr. Mais cette idée d'univers-là, de faire entrer les gens dans un univers, dans un monde, de leur faire vivre une expérience, développer le sentiment d'appartenance, moi, c'est quelque chose que j'ai vite compris naturellement. Donc, quand tu dis, ben, je te dis ça, je pense que tu as dit ça, là, je reprends ça au vol, là, je vois les projets comme des histoires, un peu. C'est quoi, toi, les premières questions que tu poses aux entrepreneurs pour trouver l'histoire, pour trouver le monde à créer? C'est quand même, tu pars d'où quand il y a un monde à créer? Des fois, c'est pas facile dans le sens que il y a des trucs, c'est quoi, en entrepreneuriat, surtout quand t'es seul, il y a des choses que t'oses pas faire. Est-ce que je vais être jugée? Est-ce que les gens vont me trouver bizarre? Est-ce que si je fais ça, les gens vont embarquer avec moi? Fait que souvent, dans mes premières questions, ça va être des questions. J'essaie vraiment d'activer l'imagination pour aller plus champ gauche possible, pour que les gens puissent s'enlever cette pression-là de la créativité, de l'imagination, juste faire comme toi, qu'est-ce qui t'allume, toi, genre, tu sais, comme, t'es-tu une fan de thé? Est-ce que t'aimes les beaux crayons? T'as-tu une witchy vibe quelque part en toi? Est-ce que t'aimes beaucoup les chats? Je veux dire, qu'est-ce qui, dans ton entourage, t'inspire? Tu sais, tu sais, comme souvent, part d'une passion, tu sais, part de quelque chose qui t'intéresse. Tu sais, moi, je roule beaucoup dans le médiéval fantasy, mais c'est parce que dans ma vie de tous les jours, je roule beaucoup là-dedans, là, naturellement. Là. Donc, pour moi, c'est un sujet facile à créer un univers autour. Mais, tu sais, demande-moi pas de faire ça sur l'ère Endo du Japon, on n'a aucune idée, là, tu sais. Mais si t'es un fan, tu sais, tu peux. Fait que c'est des questions, si je comprends bien, qui visent vraiment à aller toucher à ce qui gravite autour de l'entrepreneur dans un accès quasi immédiat ou en tout cas qui est pas trop loin. Puis là, une fois qu'on commence à mieux saisir l'histoire ou l'univers qu'on veut raconter, il y a toute la question de l'alignement avec ce qu'on dit puis ce qu'on montre. Hein? Tu sais, quand il y a un décalage des fois entre, je veux dire, l'histoire qu'on raconte puis l'univers graphique dans lequel qu'on utilise, disons, ça se voit comment ça quand il y a un décalage entre ça? C'est quoi les signes qu'il y a un décalage? Pour moi, en tant que designer graphique, tu pourrais ne pas avoir de visuel lié à tout ça, puis ça serait OK. C'est pas bien spécial parce que moi, je pense que pour faire ressentir ton univers, la première chose, ça va être tes mots. Puis vraiment travailler fort sur tes mots, puis comment tu communiques ça. Ma référence, c'est quand tu lis un livre. Écoute, quand tu lis un livre, tu t'immerses dans un univers ou la vie d'une autre personne, et c'est juste des mots. Je veux dire, tu fais juste lire l'histoire de quelqu'un d'autre, l'univers de quelqu'un d'autre, la description. Je veux dire, sur le web, on n'est pas rendu à... On a juste deux sens, tu sais. Je veux dire, on a l'ouïe, puis des fois, c'est vraiment sous-exploité. La vue pour lire puis voir. Puis je pense que lire en premier pour pouvoir guider les autres sens qu'on n'a pas, l'odorat, l'ouïe. Ben là, l'ouïe, je dis qu'on l'avait, mais je trouve qu'on l'exploite pas assez. Mais tu sais, l'odorat, le toucher, ces choses-là, je pense que ça fait vraiment une différence. Fait que, tu sais, déjà, commencer avec des mots pour exprimer cet univers-là, c'est une base. Ensuite, les visuels, ils viennent comme en troisième. C'est drôle de dire ça comme ça, mais les visuels viennent en troisième. Ils viennent plus loin dans l'équation où que tu n'as même pas besoin d'avoir un branding fort. Tu peux juste avoir des couleurs, tu peux juste avoir des images stock, tu sais, vraiment pas besoin d'avoir quelque chose de très, très fort pour exprimer ce que tu veux exprimer. Surtout si ça vient d'une passion ou de quelque chose qui est facile pour toi, ben, tu sais, je veux dire, c'est facile pour toi de l'illustrer parce que c'est un sujet que tu connais plus, tu sais. Quand les mots sont bien pensés, il y a souvent quelque chose de très fort qui se crée. Les gens font pas juste, je veux dire, regarder des visuels, on va se dire ça comme ça, tu sais. Ils commencent à se sentir chez eux. Je veux dire, de par les mots, de par l'expérience, de par le monde, de par l'univers qui est créé. C'est là où moi, je vois ce sentiment d'appartenance-là comme émerger. Est-ce que c'est un signe pour toi que quand il y a un sentiment d'appartenance qui émerge, que c'est un signe que le monde est fort et solide et bien ancré, si on veut? Oui, nettement oui. Moi, je pense que un des grands signes pour moi, ça va être que tu as du plaisir puis ça t'excite.
que ça t'amuse, quand tu imagines un petit détail que personne ne va savoir sauf toi, là, puis que ça te fait plaisir de savoir ça, puis peut-être que tu l'utiliseras jamais, ce détail-là, lié à ton univers, là. Tu sais, je veux dire, comme ça peut être un détail aussi petit que les saveurs de thé, que disons que ton univers, c'est une boîte de thé, tu sais, mais les saveurs, c'est quelle saveur, quelle marque, tu sais, ces détails-là qui sont vraiment pas importants, tu sais, pour comme ton audience, mais pour toi ou pour les gens qui voudraient plus expérimenter l'univers, là, tu sais, c'est dans les détails. Moi, les détails qui tuent, ils changent tout. Mais c'est d'avoir ce plaisir-là. Moi, si t'as pas de plaisir à créer ton univers ou c'est une pression ou t'as pas de plaisir, t'as pas le fun, c'est pas le bon univers. Puis ça peut être deux raisons de que c'est pas le bon univers. Soit il est trop vaste, soit il est trop petit. Voilà. OK, là, t'amènes 2 points super importants là, que je veux rebondir. Le moment où on sent que notre univers ne nous appartient plus seulement à nous-mêmes, qui commence à vivre chez les autres aussi. Là, t'as nommé ça. Puis je veux revenir aussi sur, bon, t'as dit les univers qui commencent à être trop petits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'imagine que il y a des univers qui, quand on évolue en tant qu'entrepreneur, peut-être sont trop petits pour, je sais pas, la vision qu'on a, où est-ce qu'on est rendu. Quand un univers nous appartient plus, qui commence à vivre chez les autres aussi, c'est quoi les indices que ça arrive? C'est-à-dire que la communauté commence à s'approprier l'univers, à le faire vivre. Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment merveilleux. Quand tu vois que ça déborde... Moi, j'appelle ça un débordement, genre, mais c'est bon quand ça déborde. Quand ça déborde, dans le fond, tu vas le remarquer quand... Mais ça dépend. Faut que t'offres ton univers aux gens. Si tu l'offres pas, si tu leur donnes pas à ton audience l'opportunité de l'utiliser ou d'embarquer, c'est très, très fermé, ou... Tu sais, si les gens peuvent pas utiliser les salutations, ou si tu crées pas de visuel, ou si tu crées pas de la gamification, que les gens peuvent participer dans cet univers-là, c'est sûr qu'il y aura pas de débordement parce que c'est très hermétique. Mais si tu le fais ouvrir un peu, et si on pense au FWCC, les gens ils étaient attachés à différents vaisseaux, à différents équipages. Mais moi, ce que je voyais, c'est que les gens, encore maintenant, les gens me disent « Ah, moi, j'étais dans tel équipage. » Les gens arborent leur slogan ou leur logo d'équipage, ils sont fiers, ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Tu sais, si tu donnes des éléments que les gens peuvent utiliser, ils vont être fiers de l'utiliser puis le montrer. Il y a une salutation, moi je me rappelle, il y a une fille qui fait un podcast, elle a une salutation, tu sais, comme pour elle, genre, mais je suis capable de la dire. Je dis cette salutation-là comme elle parce que je sais que c'est son podcast. Valentin, je me rappelle de Valentin Montmort, lui, il s'est fait faire des sons par Émilie La Liberté. Puis il y a un single quand il rentre sur un serveur Discord dans un salon vocal. Il y a une chanson, mais la chanson, je la connais par cœur maintenant. Puis je sais que ça fait partie de son univers, tu sais. Fait que c'est les moments où que ça déborde, c'est quand les gens vont soit le faire inconsciemment, soit ça va leur donner plaisir de partager. Tu sais, je veux dire, le jaune de la voisine, ils savent tout de suite que le jaune, la voisine, ça vient de toi. Ils vont t'appeler la voisine, ils vont parler de voisin avec toi. C'est quand ils embarquent dans cet univers-là que tu vois que c'est bien que les gens s'approprient. Ça veut dire que c'est bon, ça. C'est un peu le but aussi, qu'ils participent à cette expérience-là que tu leur offres. Des fois, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la voisine puis sa couleur jaune, effectivement, qui est une couleur qui m'est très connue. Mais aussi, à l'automne passé, de par ma participation au cabinet des curiosités, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup senti, ça, que mon univers portait, qui était porté par les autres. J'avais des gens qui m'écrivaient puis qui me disaient... à quel point il avait envie de venir se tirer une chaise sur ma galerie puis de venir s'installer, tu sais, avec nous. Quand tu dis déborder, là, ça a comme débordé positivement, bien sûr. Et même chose quand j'ai créé mon petit groupe d'accompagnement, Le Village, là. On est 10, j'accompagne 10 entrepreneurs pendant 3 mois, là, avec leur storytelling. Puis instinctivement, quand les communications ont commencé, les filles, parce que ce sont 10 filles dans l'accompagnement, se sont entre elles appelées les voisines. « Salut mes voisines », tout ça, alors que j'avais même pas. Tu sais, c'est comme ça s'est établi tout seul. Et j'ai eu cette pensée-là de me dire « OK, wow, cet univers-là de la voisine, on est toutes des voisines, tu sais, commence à se porter seul, tout seul par les membres de la communauté, tu sais, qui reprennent ça. C'est là où est-ce que j'ai vu, OK, il y a comme un sentiment d'appartenance, d'appartenir à une communauté, d'avoir du plaisir à utiliser ces métaphores-là. J'ai trippé bien raide là, de voir ça aller, puis je trippe encore, puis on dirait que ça me motive à aller encore plus loin dans cet univers-là, mais des fois, c'est même pas
l'entrepreneur qui... C'est ça que je trouve fascinant, quand c'est la communauté qui, après ça, définit des termes, puis les utilise, puis là, c'est l'inverse, là, c'est moi qui les utilise après ça, tu sais. Je me dis, mon Dieu, mais oui, ça colle tellement à l'univers de la voisine, tu sais. C'est génial. Et là, tu disais aussi, quand une marque grandit, comment tu fais évoluer ton monde, là, dans le sens de monde d'élaboration, là, sans perdre les gens en route? Quand ça grandit, quand ça évolue, comment faire ça sans perdre notre gang, là, notre communauté qui est à fond avec nous autres dans cet univers-là? J'ai déjà été approchée avec des gens qui voulaient créer un univers autour de leur branding, mais c'était comme un cosmodome, comme avec des millions de planètes, avec des noms inventés, puis des trucs comme très, très spécifiques à chaque planète, là. Puis c'est comme, oui, c'est cool, mais trop vaste, c'est trop haut, là. Tu sais, quand t'es pas capable de prononcer les noms, quand les gens peuvent pas s'attacher aux choses parce qu'ils comprennent pas, quand la mythologie est trop vaste derrière ça. C'est pour ça que le personal branding est vraiment important. C'est, je veux dire, la mythologie de tes univers vont finir par être on va dire ta propre mythologie, là, tes valeurs, ces choses-là. Là. C'est ton propre parcours du héros, là, en littérature, là. Mais tu sais, je veux dire, il est vraiment important au niveau de tes univers. C'est comme tu peux faire du world building genre sur ton personal branding genre mais pas là, créer un univers mais d'utiliser les réflexes de création d'univers sur ton personal branding sans créer un univers. Oui, ça c'est un sujet vraiment vaste. Mais créer un univers pour pas qu'il devienne trop, pour le faire évoluer, ça va pas être dans faire le devenir plus grand. Ça va rester en proximité, mais aller encore plus dans les détails. Tu sais, je veux dire, je vais prendre toi comme exemple. Je sais que c'est ta galerie qui est bien, bien populaire, avec les chaises sur ta galerie, puis la couleur jaune. Mais tu sais, est-ce que ça pourrait pas devenir une pièce nouvelle, un appentis sur le bord de ta galerie? Qu'est-ce qui se passe dans la maison en avant de chez vous? Est-ce que tu as tu sais, je veux dire, dans ton parterre de fleurs? Tu sais, pas besoin d'aller, genre, dans la ville voisine pour créer cet univers-là, pour garder le même truc. Tantôt, je dis comme les univers trop grands tendent à faire perdre les gens. C'est pas nécessaire que ça soit grand. Moi, je suis fan des petits univers, le dessus de ton bureau, le fond de ta poubelle, de ta plate-bande, un bouquet de fleurs, tu sais, des trucs qui sont pas vastes. C'est pas besoin d'être vaste pour être univers. Je pense qu'il y a un problème avec le mot univers. Univers, c'est juste, dans ce cas-ci, on l'utilise pour indiquer ce qu'il y a tout dedans. C'est tout, genre. C'est pas... Faut pas penser cosmos, galaxie, ces choses-là, là, tu sais, la grandeur de ça. Là. Ouais, non, c'est ça. Belle nuance à apporter. C'est ça. Je pense que des fois, on pense à ça. Oui, tout à fait, parce qu'on pense des fois qu'à l'univers, on pense à quelque chose de gros avec des mythes, puis tu sais, comme genre, il y a une religion, puis tu sais, il faut faire des affaires, puis je suis comme, oui, tu peux, là, mais c'est vraiment pas, ça t'aide pas plus, là. Tu sais, le but, c'est de se démarquer puis vendre. Oui. Puis de créer un sentiment d'appartenance avec ta communauté, qu'offrir une expérience, que les gens te connaissent, puis ces choses-là. Mais, bref, pas besoin de créer... T'sais, pensez pas à l'univers comme quelque chose de très, très, très vaste. C'est pas ça. L'univers, c'est juste ce qui contient tout. C'est juste ça. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est la simplicité puis la proximité. Pas des choses... On va pas aller dans de la complexité, d'aller dans trop vaste, trop grand, puis commencer à complexifier les choses avec des mots peut-être qui sont complexes aussi. Puis tu vois, ça me fait penser quand tu disais, mettons qu'on te prend comme exemple avec la galerie, puis tout ça, peut-être que la maison d'en face ou tes plates-bandes ou tout ça, ben ça me fait penser au fait que j'ai utilisé des chaises. J'ai utilisé à un moment donné dans mon contenu des chaises. Quel type de chaises on retrouve sur ma galerie? Alors, il y a des chaises hamac, il y a des chaises de camping, il y a des chaises en osier, il y a des chaises... Donc là, j'accumulais le nombre de chaises, puis c'était loufoque parce que je manquais de chaises. Justement, c'était ça le côté amusant de la chose. Mais c'était tellement simple que ça en était, tu sais... C'était tellement simple que ça en était drôle, tu sais, c'était ça. Donc, on n'allait pas chercher bien, bien loin. Ça me fait penser à ça, tu sais, quand tu dis proximité, ben j'étais allée dans mon sous-sol, dans ma cave, parce que ma maison, elle date de 1870, donc c'est une cave. Chercher toutes les chaises que j'avais disponibles pour les aligner sur ma galerie. Bref, je pense que... Ben, ça me fait penser à ça. Je pense que c'est un bon exemple de... Faut pas aller chercher trop loin, nécessairement, tu sais, des éléments pour renforcer notre univers, puis aller un petit peu plus loin, approfondir. Je pense que ça commence en tout cas, j'espère pour les gens qui nous écoutent, que ça commence à devenir plus clair, concret. Qu'est-ce que c'est la monde élaboration, l'élaboration de monde? Pour un entrepreneur qui se sent
invisible, ou qui se démarque pas, qui sent qu'il n'est pas encore assez, c'est ça, visible. C'est quoi le petit pas concret vers un univers plus distinctif, vers un monde plus distinctif que cet entrepreneur-là pourrait faire? Ben, va faire ton personal branding. Ah oui. Non, mais le vrai, là, pas celui de ton entreprise, celui de toi. Arrêtez de penser que vous avez besoin de savoir c'est qui votre marque, votre niche, puis tu sais que si votre client cible, c'est Jacinthe, 44 ans, ça va être utile à m'amener, là, oui, mais c'est pas autant important que t'es tout seul, il faut que tu vendes, t'es tout seul, t'as pas besoin les gens vont acheter toi. Tu sais, ça va être nettement le 2026, c'est ça que je parle aujourd'hui. Bref, les gens achètent toi, genre. Fait que si tu te connais pas toi, ça va être difficile de t'acheter à toi. Fait que connais-toi toi-même en tant qu'entrepreneur. Ensuite, c'était quoi la question? Je me suis emportée. Ben non, c'est parfait. Ben en fait, la question, c'était, c'est quoi le premier pas à faire, là? Un petit pas concret vers un univers plus distinctif pour un entrepreneur qui se sent invisible. Donc, premièrement, tu l'as dit, faire un personal brand. Si ça, c'est pas fait, déjà, en partant, c'est la première étape, le premier pas à faire. Apprendre à mieux se connaître, parce qu'on le disait, dans un personal brand, quand tu viens à le créer, nécessairement, tu apprends davantage à te connaître. Ça va de soi, tu sais. Donc ça, c'est le premier Ouais, puis c'est pas des exercices. Je te dis pas de faire un logo, là. Je te dis pas de te faire un logo, là. Je te dis de travailler sur tes valeurs, qui t'es, ton ton. Tu sais, c'est des affaires un peu plus qu'on pense invisibles, mais au final qui est super important parce que c'est ce qui va faire de base que tu vas te différencier. Ensuite, si tu voudrais créer un univers, je te dirais de pas commencer avec ton brand comme univers parce que les gens m'ont beaucoup demandé des idées pour faire leur brand avec un univers, puis au final, c'est pas tant facile que ça de l'appliquer à son brand parce qu'il y a deux manières de faire du world building. Il y a la manière où tu as un univers et toutes tes offres sont attachées à ton univers. Ou comme moi, j'existe au milieu, j'ai mon personal brand, j'ai ma voix, mon ton, mes couleurs, mon aplomb, moi, là. Puis autour de moi, il y a mes univers. Il y a la différence. Donc, ton univers avec tous tes petits produits et tes affaires, ou toi au milieu avec tes univers. Moi, j'ai plein d'univers différents. Je m'amuse dans tous mes univers. Sure, il y a toute une petite tendance médiévale fantastique, mais c'est parce que j'aime ça. Genre, mais si j'ai envie de faire un univers de frigo, je ne serais pas gênée de le faire parce que je suis au centre, je suis le lien de mes petits univers. Tandis que quand c'est un univers sur ton branding, mais tous tes petits projets, toutes tes offres, tous tes trucs vont être liés à cet univers-là. Fait que moi, je suis comme toi. Les petits produits ou mes services qui ont des univers en soi. Bon, c'est ça. Puis il y a tout un fil conducteur. Il y a tout un fil conducteur quand même. Quand tu dis, c'est sûr que là, il y a un petit peu de médiéval, il y a quelque chose qui se sent à travers tout ça, on ressent ça. Ben, pour la voisine aussi, même chose. Ouais, c'est intéressant de comprendre la différence. Puis je pense qu'on doit se sentir moins pris peut-être aussi quand on parle de soi que quand on parle du brand, parce qu'à un moment donné, on est peut-être un peu limité. Je sais pas, mais il vient peut-être un moment où est-ce qu'on... wow, là, les murs sont proches. Puis là, on fait comme, mon Dieu, OK, attends un peu. Là, on dirait que c'est plus exploitable, peut-être. On arrive peut-être à une limite, là. Oui, parce que ton brand, il va changer, hein. Ça, c'est normal. Moi, mon brand a changé 36 millions de fois, là. Genre, ton branding peut changer en même temps que toi, tu évolues en tant qu'entrepreneur. Je vous donne la permission, tout le monde, aujourd'hui, gang? Ton branding peut changer. Après 1 an, après 6 mois, après 3 ans, 6 ans, go! Change de branding si tu sens que c'est une grosse petite boîte pour toi, là, puis que tu as envie de faire autre chose, là, évolue avec ton branding. Tu as le droit, je te donne la permission. C'est de penser en grosse corporation comme si tu étais Nike, de te dire que tu peux pas changer de branding. T'es pas Nike, t'es pas TELUS, t'as pas 36 employés en dessous de toi. You can, genre, si t'es tout seul, tu peux. T'es un solopreneur, t'es un humain qui évolue. Tu sais, assurément. Donc, effectivement, que tout ça évolue. Ah, tout à fait. 100%. 100%. Wow, wow, wow. Là, j'espère qu'en tout cas, moi, on dirait que le fait de jaser, ça m'a donné le goût d'aller exploiter davantage, encore plus loin, l'univers de la voisine, puis de l'univers aussi que j'exploite dans ma communauté, puis dans les petits produits que je crée. J'espère que, pour toi qui nous écoute aussi cette conversation-là, ça t'a donné des outils. Juste donné envie de créer. Premièrement, ton personal brand, c'est pas fait, on va le redire, là. Puis après ça, d'ouvrir la porte peut-être de la création de mondes, d'élaborer des mondes. J'ai l'impression qu'on a ouvert une porte vraiment riche aujourd'hui sur une façon de penser les marques autrement, pas juste comme quelque chose à montrer, mais comme quelque chose à habiter, incarner, à faire ressentir, à faire vivre comme expérience. J'aime beaucoup l'idée qu'un univers puisse devenir une extension de soi, puis qui puisse à la fois soutenir
notre histoire. Parce que qui on est, c'est notre histoire. Tu sais, quand on disait tantôt connaissance de soi, ben c'est notre histoire. Que ça puisse soutenir notre contenu. Puis aussi le sentiment d'appartenance qu'on veut créer autour de notre projet. Moi, je suis fascinée. On pourrait parler encore des heures et des heures. Il va falloir que je te réinvite à la prochaine saison. D'accord. On fera une partie 2. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé et que tu considères que c'est un incontournable pour les solopreneurs qui écoutent à ta couleur, de te dire, mon Dieu, il y a quelque chose qu'il faut absolument que je dise avant de quitter? T'es pas obligé de faire d'univers. Voilà. J'ai vu des gens dernièrement qui se sont stressés. Genre, j'aimerais ça avoir un univers vraiment beaucoup. Puis, créer un univers, puis je suis certaine que du monde, ouais, mais comment je fais ça? Par quoi que je passe? Souvent, ça se fait naturellement. Tu vas y penser naturellement. Je veux dire, il y a des gens qui ils ont des... comme leur service, c'est des cafés, des types de café, tel service, c'est un café, tu sais. Il y a des gens qui... Puis tu le vois naturellement autour de toi, les gens qui créent des univers sans même mettre un mot dessus, là. Je pense qu'on a tendance naturellement à créer ça. Mais si ça vient pas naturellement, si t'as pas d'idée, Parce que je pense qu'au départ, quand on est entrepreneur, c'est important d'apprendre les règles. Tu sais, j'ai tout appris, les règles, là, puis... Même si je dis que j'étais une mauvaise entrepreneur, je sais quoi faire, là. Mais qu'après avoir appris les règles ou après avoir joué avec tes limites ou ce que tu veux faire dans la vie, ces choses-là, tu sais, c'est là le moment où que tu te sens assez libre de jouer puis tu vas être prête ou prêt à jouer avec un univers pour une de tes offres, un de tes services, un de tes produits, tu sais. Parce que c'est ça qui est... Moi, je pense que pour créer une expérience, parce que les gens aiment ça, les expériences sur le web, là. Fait que pour créer une expérience que les gens ont envie d'embarquer, il faut que ce soit une expérience que tu as envie de créer. Puis, il faut pas que tu te sentes obligé de créer quelque chose. C'est correct d'avoir un logo, puis des couleurs, puis that's it. Genre, t'as pas besoin d'avoir un lore, d'avoir un mythe autour de tout ça. C'est vraiment pas nécessaire. C'est un plus, mais tu prends ce plus-là quand t'es prêt à le prendre, genre au lieu de te faire violence pour te créer un univers. De toute façon, t'auras pas de fun. Puis un de mes motos préférés, c'est où il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir. Fait que, plaisir. Voilà. Oui, je comprends que ça vaut pas la peine de forcer la chose. Quand il y a des il faut que, c'est comme si on s'obligeait, on se forçait, on se mettait une pression. C'est peut-être moins naturel. On l'a dit, on l'a dit, il faut que ça soit une extension, tu sais, comme naturelle de soi, que ça soit pas trop forcé. Puis quand tu dis, ben, il faut qu'il y ait du plaisir, puis quand il y a des il faut, puis quand c'est forcé, puis qu'il y a de la pression, le plaisir est souvent pas là, ou en tout cas moins là, tu sais. Fait que ça... Il est moins là. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Belle note de la fin, Aimée. Merci pour ta générosité. Patience parce qu'on a eu des problèmes de connexion incroyables durant cet enregistrement. Fait que c'est pour ça que des fois, si tu nous écoutes sur YouTube, tu vas voir que ma face disparaît. Des fois, elle revient. Mais bref, je suis toujours là. J'ai tout entendu ou presque de ce qu'Aimée a dit. Donc, merci pour ta générosité, Aimée, ta créativité, puis tous les petits déclics que, ben, j'imagine, tu as partagé aujourd'hui. J'espère qu'il y a eu des déclics chez mes auditeurs. Puis à toi, ben, qui nous écoute, j'espère que cet épisode-là t'a donné envie de regarder peut-être ton brand, tes produits différemment, peut-être pas juste comme une entreprise à faire rouler, mais comme peut-être un monde potentiel à créer, à faire exister, un monde qui s'extensionne de toi. C'est ce que ça se dit? Je pense que oui, je le dis en tout cas. Je l'ai dit, donc ça... Non, c'est pas grave. Merci à toi qui m'écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode solo. Salut! Merci d'avoir été là. C'est toujours un privilège de te savoir quelque part assis avec moi sur ma galerie. J'espère que ça t'a donné envie de t'arrêter un instant, juste assez pour te recentrer, te déposer, puis peut-être découvrir une pépite de connexion que tu n'avais pas encore vue en toi. Si le cœur t'en dit, abonne-toi, puis prends un instant pour laisser 5 étoiles ou un petit mot. C'est tellement la meilleure façon de faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs. C'est comme une chaise de plus qui s'ajoute sur ma galerie. Plus on est nombreux à s'y asseoir, plus les conversations voyagent loin. Puis si quelque chose t'a touché aujourd'hui, partage-le en story puis tag-moi, La Voisine Pro. J'adore te lire puis repartager tes réflexions. À bientôt pour un autre épisode à ta couleur.